Monsieur le Premier ministre, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Avant de faire le bilan de la journée, je veux peut-être en profiter pour faire un court bilan de ce qu'on a fait au cours des dernières semaines, puis un peu ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. D'abord, dans ce qu'on a fait durant les dernières semaines, je pense qu'un bon résultat qu'on a, puis on le répète souvent, on a libéré 6000 lits dans les hôpitaux pour recevoir les patients, là, les personnes atteintes de coronavirus qui auront besoin d'être hospitalisées. Donc, on est prêt à recevoir jusqu'à 6000 personnes. On ne pense pas atteindre ce chiffre-là là, dans ce qu'on appelle le sommet ou le pic, là, un anglicisme, mais bon, qui a été francisé. Je rappelle qu'on a été aussi un des premiers États en Amérique du Nord, sinon le premier, à fermer les entreprises puis tous les commerces qui sont non essentiels. Donc, ça, c'était un geste qui devrait être payant dans les prochaines semaines. Je rappelle aussi que quand on se compare avec les autres États, les autres pays dans le monde, on est parmi les endroits où on a fait le plus de tests. Donc, on a bien identifié, ou en tout cas, on a commencé à bien identifier les porteurs du virus. Donc, c'est un peu normal qu'on en ait plus de porteurs du virus d'identifier, de confirmer. Mais ce qui est très rassurant, c'est de voir qu'on n'a pas beaucoup, toute proportion gardée, bien sûr, d'hospitalisation. Puis on a beaucoup moins de décès aussi quand on fait le ratio là, par million d'habitants, qu'on compare avec ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est encourageant. Évidemment, je veux revenir sur le matériel de protection individuelle. D'abord, je veux vous dire, là, depuis le début de la crise, en particulier au cours des dernières semaines, on a toute une équipe d'approvisionnement qui a tout fait là, pour confirmer les commandes qu'on a habituellement, en ajouter. Je pense qu'on a fait un très bon travail de ce côté-là. Et hier, on a quelques commandes qui sont rentrées, là, puis aujourd'hui, si on regarde les différents équipements de protection individuelle, on en a actuellement pour une semaine. Donc, c'est amélioré par rapport à hier, puis on continue d'abord de travailler fort à essayer de confirmer des commandes, entre autres en Asie, de fournir des transports cargo pour aller chercher les marchandises. Donc, on travaille très, très fort. Puis, on a des entreprises québécoises, plusieurs entreprises québécoises qui vont commencer à nous fournir des blouses, des gants, des masques. Là. Donc, de ce côté-là, oui, il y a peut-être une période qui est un peu plus critique, disons, passée la prochaine semaine. Mais assez rapidement, dans les prochaines semaines, on va commencer à avoir des entreprises québécoises qui vont nous fournir du matériel. Donc, moi, je suis optimiste de ce côté-là. Quand on parle de ce qui s'en vient, puis je sais qu'il y a entre autres beaucoup de journalistes, mais aussi beaucoup de personnes qui aimeraient bien qu'on dévoile les scénarios qu'on a. Bon. Évidemment, ce qu'on essaye tous d'avoir comme réponse, c'est quand va arriver le fameux sommet, le fameux pic, là, et ce qui va arriver dans 2 semaines, dans un mois. Honnêtement, là, c'est difficile de répondre à cette question-là. Je vois des gens courageux dans d'autres juridictions, là, d'autres pays, d'autres États qui s'essayent là-dessus. Je comprends que beaucoup de gens voudraient avoir nos scénarios. Ce que j'ai demandé aux gens de la santé publique, c'est de travailler au cours des prochains jours, peut-être à sortir une espèce de scénario le plus probable, là, pour que les gens se disent, bon, avec les données, on commence à avoir beaucoup de données. Quand est-ce qu'on pense que va arriver le sommet là, pour le nombre de cas? Là. Donc, évidemment, comme le dit souvent le docteur Arruda, ce qu'on a hâte, oui, on veut écraser la courbe, mais on a hâte d'avoir passé le sommet, puis là, de commencer à voir réduire le nombre de nouveaux cas et puis le nombre d'hospitalisations, de décès, etc. Donc, juste vous dire, là, je suis conscient, j'ai bien entendu à chaque soir, je lis beaucoup les commentaires sur les médias sociaux. Je comprends qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça avoir le fameux sommet, là, la fameuse courbe, puis on va essayer de vous la fournir
pour un scénario qui serait le scénario, entre guillemets, le plus probable selon nous, mais ça reste des probabilités, là. Je pense qu'il n'y a pas personne dans le monde qui est capable de dire avec précision quand va arriver ce sommet. Donc, maintenant, le bilan de la dernière journée, on a 2 nouveaux décès, donc on est maintenant à 33 décès, donc j'offre mes condoléances aux familles, aux proches de ces 2 nouvelles victimes. On a maintenant 4 611 cas confirmés, c'est une augmentation de 449. On a 307 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de seulement 21. Puis on a toujours 82 personnes aux soins intensifs, donc aucune augmentation hier sur le nombre de personnes aux soins intensifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont sorties et d'autres qui sont entrées, là, mais au net, on est à 82. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne dis pas que ça va toujours être comme ça dans les prochains jours. Comme je vous dis, on est dans les probabilités, puis on essaye de prévoir le mieux possible, mais ce n'est pas une science exacte. Ma grande inquiétude actuellement concerne les résidences de personnes âgées. Sur à peu près 2200 résidences, on en a 519 où on a au moins un cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques jours, on a annoncé un nouveau budget de 133 millions. Là, on va être encore plus sévère pour les entrées et les sorties dans chaque résidence. On offre aussi au personnel qui est capable de le faire, d'aller habiter à l'hôtel payé par le gouvernement. Bon, évidemment, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Il y en a qui ont des familles, des enfants à s'occuper. Mais ceux qui sont capables de le faire, d'aller à l'hôtel pour, évidemment, leur réduire les possibilités d'avoir du personnel qui est infecté puis qui vient travailler dans la résidence de personnes âgées. On devrait être capable d'annoncer dans les prochains jours aussi des bonifications des salaires des préposés, incluant dans le secteur privé. Donc, l'idée aussi, là, c'est de dire, ben, il faut mieux payer ces gens-là qui font un travail extraordinaire dans toutes les résidences de personnes âgées. Puis je peux comprendre qu'il y en a certaines qui sont inquiètes là, à partir du moment où il y a déjà, malheureusement, 519 où on a au moins un cas de personnes infectés. Mais je veux quand même revenir, là. Vous le voyez, c'est très important, très sérieux de ne pas faire de visite. Je sais que c'est triste, mais il ne faut pas aller visiter les personnes âgées dans toutes les résidences. Là. Je ne parle pas seulement des CHSLD, toutes les résidences où il y a plusieurs personnes âgées. Très important, c'est une question de vie ou de mort, de ne pas prendre le risque d'entrer le virus davantage dans les résidences de personnes âgées. Bon, vous avez vu ce matin, on a sorti un communiqué pour ajouter des zones plus au nord pour les protéger. Si vous regardez une carte du Québec, vous allez comprendre qu'il y a des régions qui sont très étendues nord-sud. Puis on a ajouté donc le nord de l'Outaouais, Laurentides, la Nodière, puis la Mauricie. Vous voyez, là, la Tuque et puis les coins très au nord, Laurentides, la Nodière. Bien, on demande aux personnes d'abord qui habitent dans le nord de ces régions-là de ne pas venir dans les grands centres dans le sud. Vous savez, quand je regarde le sud, par exemple, de la Nodière ou de Laurentides, des grandes villes, là, puis il y a beaucoup de gens qui font des voyages entre Montréal et la banlieue. Donc, c'est certain qu'il y a plus de personnes infectées dans le sud des régions comme Laurentides, la Nodière, puis dans des régions comme Laval. Donc, très, très important, là. Les gens du sud, on ne va pas au nord, puis les gens du nord, on ne va pas au sud. Un mot sur le respect des consignes. Même si la majorité, la grande majorité des Québécois, Québécoises respectent les consignes, encore, j'ai beaucoup de personnes qui me disent
Il y a des attroupements, des rassemblements, par exemple, dans des parcs. Il y a des commerces non essentiels qui sont encore ouverts, qui font des travaux. Donc, je vous le demande encore une fois, là, c'est très important que les consignes soient respectées. C'est encore là une question de vie ou de mort. Mes remerciements du jour, c'est pour les conjoints de tous ceux qui donnent des services essentiels, que ce soit dans le réseau de la santé, que ce soit dans les épiceries. Je sais que le conjoint, la conjointe, souvent, assure une certaine stabilité, un petit peu de normalité, vient apporter du réconfort. Donc, vous avez un rôle très important à jouer pour être capable de donner de la force et du courage à tous ceux qui continuent de travailler à donner des services essentiels. Je termine avec mes 3 mêmes priorités. S'il vous plaît, tout le monde, on ne sort pas de la maison à moins que ce soit absolument nécessaire. Si on doit absolument sortir de la maison, on s'assure toujours d'être au moins à 2 mètres des autres personnes pour ne pas donner le virus ou recevoir le virus. Et troisièmement, quand on rentre à la maison, on se lave les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. Donc, on le dit depuis le début, là, on est en train de mener la plus grande bataille de notre vie collective. On va réussir si tout le monde, absolument tout le monde, respecte les consignes. Donc, je compte sur vous. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais. Oui. Je veux dire quelques mots à propos de notre préparation pour ce combat contre le virus. D'abord, nous avons libéré 6 000 lits d'hôpitaux pour les prochaines semaines. Nous sommes également un des premiers endroits en Amérique du Nord à fermer les commerces qualifiés de non essentiels. Nous sommes un des endroits où on teste le plus de personnes pour la COVID-19 et on travaille très fort pour tenter de s'approvisionner en équipement médical. Nous sommes préparés pour la bataille, mais nous devons continuer nos efforts. Nous devons continuer de protéger nos aînés. Il ne doit y avoir aucune visite dans les résidences. C'est une question de vie ou de mort. Ce matin, nous avons aussi pris des mesures afin de limiter les déplacements dans des régions du nord du Québec, dans les régions de l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie. Et nous devons aussi continuer de suivre nos 3 priorités. Ne pas sortir à moins que cela soit nécessaire. Si vous sortez, conservez des distances appropriées. Et lorsque vous revenez à la maison, lavez-vous les mains. Voilà comment nous allons sauver des vies. Merci à tous. Alors, pour la période des questions réservées aux membres de la tribune de la presse, on va débuter aujourd'hui avec Hugo Pilon-Larose, La Presse. Oui, bonjour, M. Legault. Vous nous dites donc qu'on a pour une semaine d'équipement de protection dans les hôpitaux. Donc, c'est une amélioration depuis hier. Pouvez-vous nous dire quand même, d'ici une semaine, qu'est-ce exactement qui pourrait manquer en premier? Bien, là, pour l'instant, les 4 équipements qui sont importants, les masques N95, les masques pour les chirurgies, là, ce qu'on appelle les masques de procédure, les blouses, les blouses pourraient être remplacées par d'autres sortes de tissus, puis les gants. Donc, pas mal égal. Les masques de chirurgie, là, c'est peut-être là où on a un petit peu moins de quantité, là, mais on est correct pour une semaine dans ces 4 produits essentiels. Pour les tests de dépistage de la COVID-19, est-ce qu'à ce stade-ci, on pourrait manquer de certains produits chimiques, les fameux réactifs qui nous permettraient de poursuivre au même rythme le nombre de tests que l'on fait chaque jour? Ça aussi, on les suit. On suit les écouvillons, puis on suit les réactifs pour être capable d'analyser. Là aussi, c'est serré. Évidemment, là, puis le docteur Arruda pourra en dire plus long,
On est en train de changer un peu les personnes qu'on veut tester. On veut se concentrer sur le personnel de la santé, sur les gens qui sont hospitalisés. Donc, on est en train de changer, mais on a toute une avance là, comparativement à ce qui s'est fait ailleurs dans le monde, déjà de tests. Donc, on commence à avoir quand même très bien identifié les foyers. Oui, puis permettez-moi, M. le Premier ministre, d'apporter quelques précisions. Puis ça, on vous l'avait dit, hein, qu'on avait établi des priorités de tests en fonction de l'épidémiologie qu'on avait. On a beaucoup mis l'emphase sur les voyages au début, hein, parce que c'était là qu'étaient les cas qu'on risquait d'avoir. Maintenant, on va mettre des priorités différentes, comme l'a dit le Premier ministre, notamment les travailleurs de la santé, etc., parce qu'on veut s'assurer qu'ils ne soient pas infectés puis qu'ils aient infecté des milieux, etc., etc. Et on ajuste ces priorités-là en fonction de l'épidémiologie. On sait actuellement, je vous donne un exemple, avant, quand il y avait un cas qui était un cas de maladie, il y avait un contact avec lui qui développait les symptômes, mais avant de dire que c'était un cas, on testait cette personne-là, parce qu'on était au début. Maintenant, si les gens sont dans la même famille, puis c'est un contact étroit, ce qu'on appelle un contact avec un lien épidémiologique, ça devient un cas confirmé, pas par laboratoire, mais par lien épidémiologique. Il y a toute une série de cas actuellement qu'on n'aura pas besoin de tester, parce que c'est correct, ça se fait continuellement dans toutes les épidémies comme telles. Et donc, on ajuste ces priorités-là, et ce sont les directeurs de santé publique qui, en fonction de leur territoire puis de leur épidémiologie, elle peut être différente en Estrie de Montréal que sur la Côte-Nord. Donc, quelque part, on va avoir ce qu'on appelle maintenant une prescription de tests en fonction de l'épidémiologie locale. Fait que ça se travaille continuellement comme tel, et avec le temps aussi, là, on n'est pas là, mais avec le temps, quand on aura des tests peut-être commerciaux, qu'on peut avoir le résultat en 24 heures, on va peut-être même se mettre, tout dépendamment où on va être dans la courbe, à tester du monde qui va être asymptomatique, mais qui, en somme, sont au début, parce que là, on veut voir s'il reste encore des foyers de potentiel. Donc, c'est tout à fait normal, en fin de compte, que le traitement qu'on donne, ou le dépistage, ou les examens qu'on fait à notre population vont varier en fonction du stade de la maladie. Je pense que c'est un peu dans ce sens, si vous me permettez, je vais vous faire une analogie avec la médecine. Si quelqu'un a une maladie bien localisée, on va faire l'examen qui va faire son examen localisé. Si on pense que la personne a une maladie partout, on va faire des examens, des radiographies, des CAT scans ailleurs. C'est la même approche, mais en termes de tests de laboratoire. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, bonjour à vous. Vous avez dit tout à l'heure que c'était difficile de faire des prévisions par rapport à la pointe. À Ottawa, on laisse entendre que ça pourrait être le mois de juillet. C'est-à-dire qu'on pourrait étendre la courbe jusqu'au mois de juillet pour protéger le réseau de la santé. Est-ce que c'est dans vos scénarios? Est-ce que ça semble se diriger vers ça? Ce qu'Ottawa parlait, c'est la fin de la courbe. C'était pas le sommet de la courbe, là. C'était la fin de la courbe. Encore là, très difficile de prévoir là, quand va être le sommet, quand la courbe va se rapprocher de zéro. Il y a plusieurs scénarios. Oui, on a des scénarios qui vont jusqu'au mois de juillet pour ce qui est de la fin de la courbe. Et comme je le disais, on a plusieurs scénarios, mais j'ai demandé à Santé publique, dans les prochains jours, d'essayer de sortir un scénario là, qui est peut-être plus probable, quoiqu'il n'y aura jamais rien de confirmé. Si vous me permettez, M. le Premier ministre, je voudrais spécifier, on aura une rencontre avec nos experts là-dessus, parce qu'on regarde. Je voudrais juste vous dire une chose, si vous me permettez. Plus le temps passe, plus l'estimation de notre scénario va être bon. Quand on est au début, là, je ne sais pas si vous comprenez, puis dans le fond, au fédéral, ils peuvent avancer ça, c'est correct, ils peuvent le dire, mais la courbe canadienne va être dépendante de la courbe de chacune des provinces. OK? Tout dépendamment de notre capacité d'aplatir la courbe plus ou moins, elle va avoir une influence sur la courbe. Moi, je suis très heureux de vous dire que je ne sais pas encore trop tôt quand ça va être le pic, parce que imaginez-vous, si on avait eu, je vais reprendre mes images, un pic comme ça, là, hein, où après 4-5 jours, on aurait été dans le pic, on aurait été dans le trouble. Ce qu'on fait, on l'aplatit. On l'aplatit, on l'étend. Et là, je vais vous dire, c'est quand on va avoir une inflexion de la courbe, quand l'accélération de la courbe va commencer à dire « Ah, on est en train de revenir », il y a un point là, où plutôt que de remonter, ça semble se diminuer la progression, puis là, on fait une courbe, puis on dessine comme ça. Quand on va l'atteindre, celle-là, là, on va la regarder. On rencontre ce soir nos experts. Puis je m'engage, puis c'est pas une question de pas vouloir vous dire des choses, je m'engage que quand on va avoir un estimé qu'on trouve assez précis,
pour vous dire si ça va être à peu près là, on va vous le dire. Puis ça va dépendre du moment où on est en train d'infléchir la courbe, puis que là, on est capable, puis que nos mesures continuent à être... Puis là, je ne voudrais pas que les gens interprètent que parce qu'on est en train d'infléchir, qu'on l'aplatit, qu'on relâche. Parce que justement, pour pas que ça fasse... Parce qu'on a relâché. Il faut... Vous avez compris, là, le destin, là? C'est pour ça qu'à quelque part, plus on attend, puis là, plus on sait que nos mesures continuent, puis là, on les renforce. Il ne faut pas lâcher, je vous jure, là, s'il faut qu'au moment où on dit qu'on est en train d'atteindre le pic, que le monde se mette à relâcher, vous nous mettez tout le monde dans le trouble. Puis il faut falloir même maintenir des activités après ça, parce qu'il pourrait y avoir des affaires à l'automne. Fait que soyez assurés que quand on se sentira assez confortable que le test qu'on a fait, des données actuelles et non pas les prédictions, nous disent que c'est à peu près à ce moment-là, on va le dire en toute transparence, mais je veux consulter mes experts. En sous-question? Au niveau des... vous avez ajouté des régions, Monsieur le Premier ministre, là, pour, puis vous l'avez dit, là, éviter le nord et le sud. Sauf que dans certaines régions, c'est des barrages aléatoires. Donc, il n'y aura pas de surveillance 24 heures sur 24 pour contrôler les entrées. Et ça suscite énormément de craintes dans certaines communautés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vérifier 24 heures sur 24 qu'il n'y a pas des gens qui circulent? Vraiment, c'est une question de respecter aussi les consignes, là. Il peut y avoir des gens qui peuvent passer à pied dans la forêt pour monter, là, mais je veux dire, bon, on essaie avec les policiers de contrôler les routes principales qui mènent vers le nord ou qui partent du nord pour aller au sud. Mais bon, je compte aussi sur la bonne foi des Québécois. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Après quelques semaines de gestion de cette crise-là, quelles leçons tirez-vous pour la suite des choses à cette étape-ci? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire différemment pour mieux contrôler la pandémie, selon vous? Bien, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire, puis j'ai pu apprécier en passant beaucoup plus de temps que d'habitude avec les gens, entre autres du ministère de la Santé. Puis moi, je suis impressionné par leur travail. Puis moi, je pense qu'il faut juste, comme le disait le docteur Arruda, pas relâcher. Et c'est vrai dans nos messages, c'est vrai dans le suivi des consignes par les Québécois, mais jusqu'à présent, je pense que ça s'est bien passé, puis on a agi très tôt. Puis on n'a pas eu de grogne, en tout cas pas trop de grogne dans la population. Encore aujourd'hui, si on se compare avec le reste du Canada, on a toute proportion gardée, plus de commerces, plus d'entreprises de fermés, plus de chantiers de construction de fermés. Bon, les gens quand même jusqu'à présent. Donc on en a fait plus que moins jusqu'à présent. Il faut continuer comme ça. Je comprends qu'il va y avoir des gens qui vont commencer à être essoufflés. Puis c'est peut-être ça le défi, là. C'est de s'assurer que tout le monde se repose. Et vous avez annoncé aujourd'hui, votre gouvernement, donc 10 millions de plus pour soutenir les organismes communautaires. On a eu des échos de beaucoup d'organismes communautaires, puis les gens qui les gèrent dans l'ensemble des régions. C'est donc 10 millions pour des organismes qui sont déjà submergés, qui vont aller dans des enveloppes discrétionnaires de députés. Donc, des élus vont y aller avec leur jugement ou des fois leur préférence, alors que il y a des organismes comme le CIUS ou des municipalités qui connaissent exactement une connaissance plus fine des budgets et des problèmes de ces organismes-là. Pourquoi avoir choisi cette méthode-là plutôt que d'avoir confié à des CIUS ou à des municipalités la gestion de ces enveloppes-là pour les besoins? OK. Bien, regardez, là, pour moi, il y a certains gros besoins, là. Il y en a certains qu'on sert avec des programmes spécifiques. Pensons à la santé mentale. Là, on s'en parle beaucoup. Il y a des services qui doivent être donnés dans les CLSC. Il y a des services qui... Daniel discute avec l'Ordre des psychologues pour voir, bon, est-ce qu'on peut rendre gratuits certains services en santé mentale. Mais il y en a toujours qu'on échappe et qui sont ramassés par des organismes communautaires. Un autre groupe qui est important, c'est les banques alimentaires. Là, moi, je veux m'assurer qu'il y a assez d'argent et assez de nourriture dans toutes les banques alimentaires. On me dit que dans certaines régions, des fois, bon, il y a plusieurs comme succursales de banques alimentaires. Des fois, l'argent ne se rend pas tout à fait jusqu'en bas. Donc, ça, je veux... Puis on met un budget spécial, puis si c'est nécessaire de mettre plus d'argent dans les banques alimentaires, on va mettre plus d'argent dans les banques alimentaires. Maintenant, il y a le discrétionnaire des députés. Moi, je pense que nos 125 députés, là, de tous les partis politiques, connaissent bien
leurs citoyens. Puis moi, ce que je dis aux députés, il faut s'occuper de notre monde. Donc, s'il y a un programme en santé mentale, banque alimentaire, ou peu importe, où le réseau, entre autres de la santé des services sociaux, sans mauvaise foi, là, l'échappe, assurez-vous que les organismes soient bien financés. Donc, on vient doubler le budget qui est donné aux députés pour aller agir de façon spécifique. Moi, j'ai très confiance. Je le vois là avec les députés. Ils sont très au courant de ce qui se passe, connaissent bien leurs organismes, connaissent bien leur monde. Donc, oui, les CIUS sont capables d'en faire une partie, mais bon, en regroupant tous les établissements à l'intérieur de CIS puis de CIUS, ça devient quand même des grosses organisations. Donc, d'avoir quelqu'un d'agile comme nos 125 députés pour aller aider là où il y a des besoins particuliers. Moi, je compte là, beaucoup sur les députés. Puis là, je parle des 4 partis qui font un travail extraordinaire et s'assurer que si on a échappé quelqu'un qui est vulnérable de toutes sortes de façons, bien, le député va s'assurer d'aller bien financer les organismes qui... Puis, vous savez, ça se passe... régulièrement dans les bureaux de comté, des fois, on a des individus qui viennent au bureau de comté, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'organisme. Fait que là, on appelle un organisme, on dit à l'organisme, regarde, donnez-leur le service, puis vous, on va vous financer avec l'argent du discrétionnaire des députés. Donc, évidemment, il y a plus de besoins que d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'on double le budget des députés. Maintenant, si je peux me permettre, à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec, j'ai une question concernant la situation à la direction de la santé publique en Estrie. On a vu qu'il y a plusieurs cas, que la majorité du personnel affecté aux enquêtes de cas sont malades ou en isolement. La fin de semaine dernière, il a fallu désinfecter un auditorium où ils s'étaient rassemblés, où il y avait eu des échanges de documents papier. Bref, ils se sont infectés. Semble-t-il qu'il y a plusieurs jours de retard pour faire les recherches, détecter d'éventuelles éclosions qui sont non contrôlées. Donc, comme l'Estrie là, est la deuxième région la plus touchée après Montréal, c'est quand même un risque important. Qu'est-ce que vous comptez faire face à cette situation-là? Il faut comprendre qu'il faut faire attention, si vous me permettez, quand on regarde les taux seulement sans avoir des données fines. OK? Premièrement, effectivement, l'Estrie, quand on regarde son taux par rapport à la population, il est élevé. Mais il est associé à ce qu'on appelle des agrégats, des clusters, dont cette histoire de la direction de santé publique. OK? On n'est pas dans une transmission communautaire comme on a dans d'autres régions à Montréal, comme on va observer à Laval, sous peu, etc. Donc, le directeur de santé publique qu'on contacte à chaque jour, heureusement, les gens qui ont été malades vont relativement bien, mais vont passer à travers tout le processus. Puis, ce qu'on fait, ils ont encore une capacité à faire des enquêtes. Ça se peut qu'il y ait des légers retards, mais toutes les actions qui doivent être mises en place quand on signale qu'un phénomène, là, par exemple, il y a un cas dans un tel endroit, ils vont faire l'enquête. Ça se peut que les contacts, ça prenne un peu plus de temps, mais ils ne mettent pas en péril les gens. Ils leur disent isolez-les pour obtenir l'information. Donc, ce qu'on va faire en Estrie, c'est comme partout ailleurs. On continue, même à Montréal, même si c'est des zones chaudes à Montréal, à investiguer chacun des cas et des contacts, à prendre des mesures locales pour empêcher que ça se répande. Actuellement, l'Estrie contrôle ces zones chaudes, comme telles, qui sont associées à des agrégats. Si la situation change et que ça tombe en mode communautaire, là, il pourrait faire des confinements ou des contrôles comme il a été fait ailleurs. Là. Mais l'Estrie, actuellement, n'est pas dans cette situation-là. Puis, curieusement aussi, une des choses qu'on se pose, c'est que vers le nord, on l'a observé, Laurentides, la Naudière, donc la partie nord au nord de Laval, puis je dirais de Montréal, Laval en montant, là, la partie qui est proche du fleuve, etc., elle est comme touchée. Il y a une certaine transmission communautaire, mais on veut aussi protéger le nord. Sur la rive sud... Alors, les téléspectateurs de TVA vont retrouver la programmation normale sur LCN. On poursuit la diffusion de ce point de presse. Mais il n'y a pas cette transmission-là. Fait que ça se peut que dans 2 semaines, on va vous dire on va séparer l'Estrie parce qu'elle serait peut-être non active, etc., mais on n'en est pas là. Fait que ce que je veux vous dire, dans le fond, l'Estrie, situation à haut taux, mais une situation qui est très différente d'une qui peut avoir un plus faible taux, mais de transmission communautaire. Maintenant, je veux revenir sur la question des masques. Bon, hier, vous avez évoqué la pénurie. Dr Arruda a fait état de notre dépendance aux situations internationales.
On aimerait comprendre qu'est-ce qui a changé. Est-ce que le Québec s'est fait voler des cargaisons qui étaient attendues? Il y a des médias internationaux, par exemple, qui rapportent qu'il y a des masques qui ont été fabriqués en Chine, qui étaient destinés à l'Europe, qui auraient été rachetés, détournés vers les États-Unis. Est-ce qu'on est dans ce genre de situation-là, M. le Premier ministre? Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt gagné cette bataille-là, même contre des États américains. On a une situation, quand vous regardez certains États, là, puis je les nommerai pas, mais il y a des États aux États-Unis qui sont déjà en manque de matériel. Bon, nous, on a du matériel encore pour une semaine, puis on a des commandes encore là, qui continuent de rentrer à chaque jour. Puis on a posé des gestes aussi, entre autres en Asie, pour être ingénieux, créatif, pour payer facilement, pour offrir le transport des marchandises nous-mêmes. Donc, je pense que jusqu'à présent, là, je pense qu'on s'en sort mieux que plusieurs États américains. Donc, je ne sais pas qui a volé des commandes à qui, là, mais je pense qu'au net, on s'en est bien sorti. Merci beaucoup. Maintenant, au tour d'Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur les 519 établissements pour aînés où il y a au moins une personne infectée. Est-ce qu'on a une idée du portrait régional de ces établissements? C'est partout? Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres? Et dans la mesure où il y a des établissements, par exemple, il y a seulement une personne qui est infectée, est-ce qu'on pourrait relocaliser cette personne, essayer de les regrouper dans des endroits pour justement limiter les risques d'infection entre patients ou auprès du personnel? Est-ce que ça pourrait être une option? Tout peut être regardé, là, mais si vous me permettez, oui, il y a des cas, il y a des endroits, il y a un seul cas, plusieurs contacts en investigation. D'autres endroits, il y a eu 5-6 cas. Puis c'est difficile pour moi ici de vous donner toute cette énumération-là, mais il y en a. C'est clair, on va se le dire, on l'a toujours dit. Les histoires les plus à risque actuellement, là, c'est dans les raisons où vivent des personnes âgées. Puis c'est là qu'on va avoir des cas, puis malheureusement des mortalités. Donc, il y en a un peu partout. Mais là, la question à savoir, c'est, puis je pense que notre ministre de la Santé l'a dit, à l'intérieur d'un établissement, il y a des zones chaudes et des zones froides. Hein? Prendre quelqu'un pour le délocaliser à un certain âge, notamment dans le CHSLD, ça peut avoir des effets psychologiques importants, il n'y a pas les mêmes soins. Ce qu'on fait, c'est des approches, et ça dépend de chacun des milieux. Ça peut être, on dédie du personnel à cette zone-là, on les empêche d'aller. On va essayer d'éviter aussi les gens qui se promènent d'un centre à un autre, parce qu'il y en a plusieurs préposés ou du personnel qui font 2-3 centres, etc. C'est tous des mécanismes qu'on est en train de mettre en place. Et à chaque fois qu'il y a un centre qui est touché, on fait un diagnostic de ce centre-là. Puis s'il y a du personnel qui allait ailleurs, ils vont arrêter d'y aller, OK? Puis là, il y a toutes sortes, il y a tout un plan qui s'en vient aussi pour aider, je vous dirais, la participation, puis je vais laisser peut-être la ministre ajouter si elle veut, la participation du personnel pour leur donner des conditions idéales, hein? Pour que, s'ils ont des symptômes, ils ne reviennent pas au travail parce qu'ils sont dévoués, etc., on leur donne des conditions pour s'isoler, qu'on continue à les payer, qu'il n'y ait pas de perte de revenus qui vont faire qu'ils vont venir travailler. Fait que il y a toute une série d'actions, puis ça, elle est analysée au cas par cas, au milieu par milieu. Si vous faites partie d'une résidence pour personnes âgées qui n'est pas en lien avec une autre, que ce n'est pas le même propriétaire, bien, vous allez gérer votre situation dans votre lieu. Si vous êtes propriétaire de 4 résidences dans la même ville, puis que vous partagez du personnel, s'il y en a un qui est touché, il y a une analyse qui est faite, puis les recommandations sont faites. Je ne sais pas si Mme la ministre voulait ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Alors, faire une distinction, CHSLD, comme le dit Dr Arruda, on a des zones froides, des zones chaudes. Les zones chaudes, là, c'est où on déplace, oui, effectivement, c'est pas l'idéal. On n'aime pas ça, déplacer des personnes âgées. Mais dans le contexte actuel, c'est probablement la chose à faire. Alors, on les déplace dans un secteur, on dédie du personnel avec tout le matériel de protection. Alors ça, c'est ce qui est fait en CHSLD. En RPA, les résidences personnes âgées, c'est différent parce que les gens ont leur propre appartement, alors ils sont isolés quand ils sont affectés par le COVID-19. Et là aussi, il y a du personnel dédié. Mais ce qu'il faut dire, là, c'est qu'effectivement, c'est notre plus grand défi actuellement. Ce sont les résidences pour personnes âgées, les CHSLD, c'est clair. Et il faut, à ce moment-ci, davantage réorganiser le travail. Ce qu'il faut, c'est minimiser le nombre de personnes qui viennent dans les résidences, par exemple, les résidences personnes âgées, du CLSC, des CLSC, alors que ce soit les mêmes personnes, en nombre le plus petit possible, qui viennent dans une résidence. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec Mme Blais dernièrement là-dessus, encore aujourd'hui,
Et c'est ce qu'on a demandé au ministère. Alors, le sous-ministre, avec son équipe, va réorganiser le travail le plus possible, diminuer le nombre de personnes qui viennent de nos services et même des services qu'on achète là, de différents organismes, pour que ce soit les mêmes personnes qui viennent à l'intérieur de ces établissements. On a un effort important à faire de ce côté-là. Et aussi, on va voir à ce que des personnes, si elles le veulent, qui donnent ces services dans ces résidences, puissent avoir, ou en CHSLD, puissent avoir, par exemple, des hôtels où elles peuvent demeurer si elles préfèrent ne pas retourner à domicile pendant qu'elles sont en fonction. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler actuellement, activement, dans les différentes régions du Québec. Deuxième question pour Dr Arruda. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez hier concernant le port du masque par les gens sur la rue pour être sûr de bien comprendre, parce que vous disiez hier ne pas pouvoir recommander le port généralisé du masque. Il y a plusieurs experts qui se sont exprimés dans les médias qui étaient en désaccord avec vous. Il y a des données aussi du CDC aux États-Unis qui tendraient à démontrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs du virus, qui n'ont pas de symptômes, mais qui peuvent le propager quand même. Donc, est-ce que c'est une recommandation qui est basée sur des données scientifiques ou davantage sur le contexte de pénurie actuelle? Et est-ce que c'est une recommandation que vous pourriez revoir? Écoutez, je n'ai jamais dit que je ne reverrai pas. J'ai toujours dit que ce que je dis aujourd'hui pourrait changer demain. Mais je suis allé faire des vérifications plus précises. J'ai demandé à nos experts de regarder ça aussi. Même le CDC ne dit pas que c'est des données probantes qui disent que c'est adéquat. Je ne sais pas si vous comprenez. Le niveau de protection d'un masque fait maison va dépendre de la qualité du tissu, comment il est ajusté, etc. Et ce que je lui ai dit tout le temps, c'est que ça ne peut pas remplacer les mesures d'hygiène. Là, ce que je tiens à vous dire aussi quelque part, c'est que il parle même pour protéger les healthcare workers et non pas dans la population en général. Parce qu'il y en a qui ont extensionné. Là. Si vous allez voir le texte du CDC, j'ai demandé à mes experts de le regarder, là. Dans les faits, même, M. Trump a dit tantôt, on n'a qu'à prendre un foulard aussi quelque part. Mais le foulard, c'est contaminé, plein de sécrétions, il ne sert plus à rien. Là. Puis même, il devient un concentré potentiel de virus, etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, puis je sais qu'il y a un mouvement d'experts, là, de médecins qui amènent la chose, mais si on va regarder la science, OK? La science a dit là, que ça pourrait être une alternative s'il n'y a plus rien pour les travailleurs de la santé, s'il n'y a plus rien pour les travailleurs de la santé. Moi, je tiens à vous dire que je préfère, avec les masques de procédure, c'est pas possible, mais avec les N95, par exemple, qu'on les restérilise que de leur dire, mettez-vous un foulard dans le visage. Fait que moi, je suis très confortable avec ma position que j'ai dit tantôt. Si quelqu'un porte les masques parce qu'il a peur ou dans la communauté, qu'il veut se mettre un foulard, vous pouvez le mettre. C'est sûr que si vous toussez, vous allez accumuler vos sécrétions. Mais faites attention à ne pas toucher à vos mains, oubliez de les laver, puis d'aller contaminer un endroit. Le masque de procédure n'est pas dans notre culture. On n'est pas habitué de porter ça. Puis on voit des photos de personnes, même d'agents de police, qui vont porter le N95 ici. C'est très dur à porter le N95. Un masque de procédure, après un certain temps, c'est dérangeant. Donc, le CDC a fait cette recommandation, mais lisez bien les notes. Là. Allez voir le texte, parce que je suis allé le revoir. Là. C'est pour le healthcare worker. C'est dans un compte healthcare worker, ça veut dire les travailleurs de la santé ou les personnes qui travaillent dans la santé. Ça offre une protection dont on ne peut absolument pas garantir. C'est-tu 10, 20, 30 %? Moi, je vous dis juste, c'est un élément qui a probablement plus d'effet, en mon sens, au point de vue perceptuel. Mais s'il vient remplacer un lavage de mains rigoureux, puis une étiquette respiratoire, moi, je préfère quelqu'un qui touche dans son coude, qui va se laver les mains, que quelqu'un qui va avoir un masque plein de sécrétions, dont il va mettre les mains puis qui va toucher à quelque chose. Maintenant, vous faites votre choix. Merci. Maintenant, au tour de Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour à vous trois. Vos réponses, puis vous me corrigerez, Madame la ministre, si je me trompe, laissent entendre que la contamination est arrivée par des employés dans les résidences et dans les CHSLD. Il y a des employés qui sont potentiellement contagieux, qui sont obligés de sortir de leur isolement. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de modifier la directive de l'INSPQ pour rassurer leurs proches, pour qu'ils ne craignent pas que les personnes hébergées soient contaminées par le personnel? J'aimerais au passage que vous précisiez, est-ce que vous demandez aux résidents de rester dans leur chambre, de rester dans leurs appartements? Moi, je veux vous dire, et Dr Arruda pourra valider, que ce qui arrive dans les résidences, il y a toutes sortes de transmissions. Hein.
c'est pas nécessairement un employé là, qui a transmis, mais effectivement, la meilleure pratique, c'est de diminuer le nombre de personnes qui sont en contact avec nos personnes âgées. Ça, c'est une première chose. Quand quelqu'un est symptomatique, un travailleur de la santé est symptomatique, il ne vient pas au travail. On ne rappelle pas au travail un travailleur de la santé qui est symptomatique. Ce à quoi vous faites peut-être allusion, c'est une directive qu'on a reçue il y a 2 semaines de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, parce qu'on a un contexte où on a besoin vraiment d'avoir notre personnel sur place. Sinon, dans certaines circonstances, qu'on appelle des secteurs critiques, on pourrait avoir des bris de service. Alors, ce qu'on a fait avec l'avis de l'INSPQ, c'est qu'il y a des gens qui ont eu, par exemple, du personnel de la santé qui a eu des contacts avec des gens symptomatiques. Alors, on les a isolés, mais après 7 jours, on leur demande de revenir au travail avec des mesures de protection. Le masque, se laver les mains, la prise de température 2 fois par jour. Alors, toutes ces mesures de protection sont mises en place si la personne n'a pas de symptômes, parce que la période de 7 jours, elle est critique, là, en termes de contact qu'on a eu. Donc, c'est la directive qu'on a de l'INSPQ et je veux vous dire qu'on fait ça dans certains secteurs critiques parce qu'à certains endroits, notamment dans certains centres d'hébergement, nous avons eu à vraiment mettre du nouveau personnel parce que dans cette résidence privée, dans quelques résidences privées, il y a eu des contacts, effectivement, les gens se sont isolés, mais il n'y avait plus personne. Alors, il a fallu que le CIS ou le CIUS viennent à la rescousse et amènent du nouveau personnel pour s'occuper des personnes âgées. Alors, c'est à la marge, c'est arrivé pas souvent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des secteurs critiques, notamment dans l'hébergement, mais aussi au niveau des soins intensifs et en milieu hospitalier, où il se pourrait qu'à des moments donnés, on doive faire un retour au travail après 7 jours, mais avec des mesures de protection. Je signale que le temps file. Je crois que Dr Arruda voulait compléter. Oui, je ne veux pas compléter là-dessus. Je veux juste revenir sur le libellé du CDC, là, parce que je trouve ça très important. C'est marqué là, quand les masques de procédure ne sont pas disponibles, le travailleur de la santé peut utiliser des masques faits maison pour le soin des patients à dernier recours. Cependant, ces masques faits à la maison ne sont pas considérés des équipements de protection personnelle parce qu'on ne sait pas s'ils vont protéger le travailleur de la santé. C'est ça qui est marqué dans le CDC. Donc, si on fait ça, en plus, on doit utiliser avec des visières qui vont couvrir le front en entier, qui vont partir du menton à plus bas. Donc, vous voyez là que c'est ça là, qui est marqué au CDC. C'est ça les données probantes. Juste pour vous dire que donc, quand des gens scientifiques m'interpellent par rapport à ça et que je dis ça, je me pose des questions sur leur interprétation de la recommandation. Merci. Rapidement, sous question, Mme Sioui. Oui, à propos des régions qui sont fermées, il y a des parents qui ont des enfants en garde partagée dans 2 régions différentes. Est-ce que ces parents-là peuvent voyager d'une région à l'autre? Ça fait partie des exceptions qu'on donne. C'est sûr que si les parents sont malades ou que les enfants ont des symptômes, on ne le recommandera pas. Mais on doit respecter les ordres de cours. C'est-à-dire que ce sont les ordres de cours. Et puis, si les parents veulent prendre une entente différente, ça leur appartient. Mais on va laisser passer des parents et des enfants non symptomatiques sans problème parce qu'il faut respecter les ordres de cours. Merci. On poursuit avec Olivier Bossé, Le Soleil. L'employeur, bonjour d'abord, excusez. L'employeur Métro a commencé à distribuer des attestations de déplacement ou pour prouver que vous êtes travailleur, que vous allez pouvoir vous déplacer, entre autres, dans une région comme Québec où, en principe, il n'y a pas de contrôle routier. Est-ce que ça s'en vient dans les autres régions aussi, donc? Bien, si jamais un employé est obligé de travailler et puis de changer de région, oui, il pourrait avoir ce genre d'attestation-là de l'employeur. Mais bon, ça existe pas seulement à Québec. Là, on dit que ça existe à d'autres endroits. Ça peut arriver que les policiers exigent une attestation de l'employeur pour laisser passer les gens d'une région à l'autre. Mais non, pas se déplacer de son domicile là, à son lieu de travail. C'est pas quelque chose qui est dans vos... Si on a besoin d'aller dans des services essentiels dans une autre région, on peut le faire. Merci. Maintenant, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda, on nous dit, Mme McCann, que les chirurgies au CHUM à Montréal ont été annulées, incluant les chirurgies pour des cancers, par exemple. Ça inquiète beaucoup de gens, entre autres certains traitements qui peuvent être donnés aussi aux soins intensifs pour des personnes qui sont en oncologie, je pense à des traitements d'immunothérapie, etc. Quelle est la consigne? Il n'y a plus de chirurgie au CHUM en ce moment? Oh non, non. Il y a encore de la chirurgie au CHUM, mais il se faisait probablement encore certaines chirurgies qu'on appelle électives et qui peuvent attendre, qui ne sont pas prioritaires, parce que j'emploie le mot urgent, mais j'emploie aussi le mot prioritaire. Alors, moi, ce que je veux dire, surtout en oncologie, c'est que toutes ces situations-là sont bien examinées par un comité clinique et au niveau de l'oncologie, entre autres, il faut absolument continuer les traitements quand c'est prioritaire, quand il n'y a pas d'impact au niveau de la santé de la personne, on peut attendre, mais s'il y a un impact, il faut continuer. Et ce sont les orientations cliniques qui sont prises à travers le Québec, qui sont suivies par le ministère et notamment par la direction de la cancérologie du ministère. Alors ça, c'est clair que il faut que ces traitements soient donnés, ces chirurgies soient faites quand elles sont prioritaires et quand il peut y avoir un impact sur la santé de la personne. Monsieur Legault, la mairesse Plante commence à présenter des signes d'impatience pour les gens qui se rendent dans les parcs. Et je pense avec une certaine lucidité. Là, le parc La Fontaine, par exemple, était plein de gens je pense c'est hier, où il faisait quand même un temps assez clément. Vous en êtes où dans votre réflexion sur le confinement de peut-être certains quartiers à Montréal, peut-être même de l'île de Montréal? Est-ce que, parce que ça avait été évoqué il y a quelques jours, la semaine dernière également, qu'on pourrait aller jusqu'à un confinement de l'île de Montréal. Est-ce que vous progressez dans cette évaluation-là? Et là, il y a deux sujets. Là. Il y a le confinement d'une région, puis il y a les rassemblements dans les parcs. Je pense que c'est deux choses différentes. Non, on ne regarde pas pour confiner l'île de Montréal actuellement. Pourquoi? Parce que, bien honnêtement, il faudrait le faire pour ce qu'on appelle la CMM, là, ou incluant le 450, parce qu'il y a tellement de voyagements. Puis, honnêtement, il n'y a pas une si grande différence que ça dans les chiffres là, entre le 514 et le 450. Donc, il n'est pas question de fermer juste l'île de Montréal. Par contre, là où je suis totalement d'accord avec Valérie Plante, c'est que ça n'a pas de bon sens de voir, par exemple, hier, là, autant de personnes au parc La Fontaine être regroupées près les uns des autres. Ça choque les citoyens. Puis, bon, le message est de plus en plus clair pour les policiers. C'est nécessaire de commencer à donner des contraventions. On va donner des contraventions, mais s'il vous plaît, là, ça n'a pas de bon sens de voir ça dans des parcs à Montréal. Je sais que Valérie Plante songe à fermer certains parcs. C'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il faut éviter absolument les rassemblements dans les parcs. Là. Merci. Nous allons donc passer aux questions en anglais. We'll switch in English with Samuel Pouliot à l'arrière from CTV. You just said it in French. Maybe you could repeat it in English. There's no plan to close the island of Montreal or put control. L'île de Montréal. Il n'y a donc pas de plan de contrôler les allées et venues sur l'île de Montréal. Non, il n'y a aucun plan en ce sens. Et si on décide de le faire un jour, on devrait fermer également les couronnes nord et couronnes sud, car il y a énormément de voyages entre Longueuil et Montréal, ou encore entre Repentigny, Terrebonne et Montréal. Alors, c'est une région qui est bien soudée et on a annoncé aujourd'hui que dans le nord des Laurentides, de Lanaudière, nous voulons éliminer les déplacements entre le nord et le sud des Laurentides. Même chose avec Lanaudière. En ce qui a trait au parc à Montréal, malheureusement, on a vu hier, par exemple, au parc La Fontaine, plusieurs personnes ensemble, rapprochées, évidemment ne respectant pas la loi. Alors d'abord, ce n'est pas légal et deuxièmement, ce n'est pas responsable de faire cela. Alors nous
disons, aux policiers, au SPVM à Montréal, de donner des contraventions si cela est nécessaire. Et je sais que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, eh bien, elle pense à fermer certains parcs. Je pense que ce serait une bonne idée si on continue de voir des groupes dans ces parcs. Et Madame McCann, il y a de plus en plus de cas confirmés de COVID-19 dans les résidences pour aînés. Comment pouvez-vous rassurer ces résidents, leurs proches, que les aînés sont en sécurité? Avez-vous un plan pour les aider à mieux communiquer avec leur famille? Eh bien, nous avons déjà mis en place 133 millions de dollars pour aider ces résidences privées à déployer les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les aînés et pour ajouter du personnel aussi lorsque cela est nécessaire. Ce que nous voulons aussi faire, c'est vraiment d'organiser le travail à l'intérieur des résidences d'hébergement de longue durée. Il y a des zones froides, des zones chaudes. Les zones chaudes hébergent ceux qui sont atteints de la COVID-19 et il y a du personnel qui est dédié à prendre soin d'eux. Et dans les résidences privées, nous demandons aussi aux gens qui ont la COVID-19 de demeurer dans leur appartement. Et ce que nous voulons faire, parce qu'on doit faire un effort supplémentaire, c'est d'organiser le travail de façon à ce qu'il y ait de moins en moins, ou à tout le moins, moins de travailleurs entrent dans les résidences. Donc, pour une résidence, il y a le même personnel qui s'y rend tout le temps. Et donc, du personnel qui ne va pas de résidence en résidence. C'est ce que l'on veut éviter, parce que c'est du personnel des CLSC qui se rendent dans ces résidences. Alors, on minimise le nombre de personnes différentes qui se rendent dans les résidences. Cela implique une réorganisation du travail. Et je veux dire aux familles aujourd'hui que nous faisons tout en notre possible. L'autre chose, c'est que nous allons équiper les résidences avec des outils de téléconsultation, des technologies virtuelles. Nous voulons y aller le plus rapidement possible et cela permettra d'établir un contact avec les familles, avec les médecins aussi, et avec des gens qui peuvent répondre aux besoins médicaux des résidents qui sont hébergés. Je sais qu'il y a plusieurs aînés qui ont des iPads. Ils communiquent avec FaceTime. C'est une bonne chose. Mais pour les autres, nous voulons organiser et fournir ces outils. Une autre question concernant les résidences pour aînés. Il y a une pénurie actuelle de matériel dans ces résidences. En Ontario, par exemple, en raison de la pénurie de travailleurs, ils sont en train d'assouplir les conditions et on demande même à des bénévoles de se rendre dans les résidences. Au Québec, dans la région de Gaspé, il y a des travailleurs qui ont été remplacés par des gens qui il y avait un intérêt pour travailler avec les aînés, mais qui n'avaient pas d'expérience. Quel est votre plan? Quel est le plan du gouvernement du Québec pour s'assurer que toutes les résidences pour aînés puissent avoir un nombre suffisamment de travailleurs et de personnel dans le contexte de la COVID-19? Il y a déjà des bénévoles qui s'occupent, qui prennent soin des aînés. Nous allons continuer de les soutenir et nous avons ajouté 133 millions de dollars dans une enveloppe pour aider ces résidences à embaucher plus de personnel s'ils en ressentent le besoin et probablement qu'ils en auront besoin. C'est une enveloppe qu'on leur a donnée vraiment pour aller de l'avant et embaucher plus de personnel. Un de mes collègues m'a signalé que tous les sites de dépistage à travers le Québec sont en train d'être fermés pour 48 heures pour gérer les retards dans l'analyse des tests. Quand est-ce que cela va se produire et pourquoi y a-t-il des retards dans l'analyse? D'abord, le retard dans l'analyse des tests est lié avec le nombre accru de tests que nous avons faits. On a testé énormément et comme on a beaucoup testé et qu'on teste à différents endroits au Québec, donc ça vient d'un site, maintenant 19 sites. On est passé rapidement de 1 à 19 sites.
Cela fait en sorte qu'il y a une grosse quantité de tests à analyser. Et ces laboratoires sont aussi sous surveillance. On analyse leur travail. Alors oui, il y a un retard. On a beaucoup testé. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'au cours des 24 dernières heures, nous sommes le 1er avril, je ne connais pas la date, imaginez. Bon, on est mercredi, désolé. Désolé. Parce que les semaines filent rapidement. Je veux juste vous dire, en raison de ces retards, parce qu'on voulait s'assurer que les gens qui attendaient de 3 à 5 jours aient le résultat, on s'est concentré à conserver les gens qui avaient un rendez-vous pour un test de dépistage. On se concentre sur les cas urgents pour les analyses et pour les tests, parce qu'il y a un impact réel dans les soins qui sont prodigués sur les travailleurs du secteur de la santé. Et là, ce retard est en train d'être réduit et les activités vont reprendre plus rapidement. Et peut-être même avec de nouvelles priorités fondées sur l'analyse épidémiologique. Cela va stabiliser la situation. Au moins, on aura des tests pour ceux qui en ont besoin. On aura un temps d'analyse respectable et on aura les résultats le plus rapidement possible. Je vais attirer votre attention là-dessus. C'est très important. Nous priorisons en ce moment les patients dans les hôpitaux, mais également les gens dans les résidences et dans les CHSLD, les résidences de longue durée. C'est très important qu'on les teste le plus rapidement possible et aussi les travailleurs du réseau de la santé. C'est vraiment nécessaire pour les gens et pour le système. Parce que si vous n'avez pas à attendre 4 jours pour obtenir un résultat comme patient, eh bien, vous pouvez imaginer que c'est nécessaire pour les patients, mais aussi pour l'organisation de tout ce qui se passe dans les hôpitaux et dans les soins de longue durée aussi. Alors, c'est très bien pour le système comme cela. On time, so real quickly, a question sent by email from Philippe Autier, Montreal Gazette. I know, Mr. Legault, you've said that you have no plan to close Montreal, but still Montreal has the most cases of any city in Canada. People are very concerned about the Les gens sont très inquiets à l'heure actuelle de la propagation du virus dans la ville de Montréal. Il y a des gens qui demandent des mesures plus strictes. Est-ce que vous considérez éventuellement adopter des mesures plus strictes? Je pense que lorsque vous parlez de Montréal, ce que j'essaie de vous dire, on ne peut pas juste parler de l'île de Montréal. On doit parler de l'agglomération de Montréal avec sa rive sud et sa rive nord. Lorsqu'on ferme le secteur métropolitain, ce n'est pas exclu. Indirectement, ce qu'on est en train de faire, c'est de fermer les régions qui sont plus au nord pour s'assurer que les gens de Montréal ne vont pas dans le nord. Et quand je parle du nord, j'inclus le nord des Laurentides et le nord de Lanaudière. Les épiceries ne sont pas en mesure de donner des services en ligne de livraison parce qu'il y a énormément de demandes. Les épiceries vont fermer le dimanche. Est-ce qu'il y aura d'autres mesures pour s'assurer que les gens puissent se rendre dans les épiceries? Est-ce que les policiers seront déployés, par exemple? D'abord, on autorise les épiceries à faire des livraisons le dimanche. Et les commerces sont fermés, mais ces commerces peuvent livrer de la nourriture à la maison, même si les gens se déplacent en voiture dans les épiceries. Les épiceries, évidemment, sont en train d'embaucher du personnel supplémentaire pour assurer la livraison de la nourriture. Nous demandons à différentes organisations, des organisations communautaires, d'aider à la livraison des aliments. Mais je peux comprendre qu'en ce moment, il y a bien des gens qui veulent des livraisons et les épiceries ne sont pas nécessairement en mesure de répondre à toutes les demandes. Dernière question. Les ressources d'hébergement à Montréal pour les sans-abri réclament davantage de ressources financières pour aider les gens plus vulnérables. En ce moment, ils ont été forcés de
réduire leur budget. Est-ce que de l'aide supplémentaire leur sera acheminée et quand? Nous avons déjà investi et injecté plus d'argent. Je sais que la Ville de Montréal l'a aussi fait. Alors, je pense que maintenant, Valérie Plante a un excellent plan. Elle est en train de déployer ce plan, de le mettre en place pour les ressources d'hébergement dédiées aux sans-abri. Je pense que la situation est sous contrôle. Et dernière question, toute dernière question pour M. Arruda. Le syndicat des travailleurs de l'Université Concordia pour le secteur de Concordia, des gens qui s'occupent des gens vulnérables, ces gens-là demandent des tests. Nous allons voir avec notre équipe scientifique pour regarder si des tests sont nécessaires pour ceux qui travaillent dans les ressources d'hébergement pour les gens vulnérables. Et si on a la capacité de faire ces tests, la réponse sera oui, mais nous devons faire cette évaluation et remettre tout cela dans une perspective plus globale de ceux qui travaillent dans le secteur de la santé. Merci tout le monde. Merci pour votre patience.